Hello everybody. Today is the 26th of Bonjour à tous. Nous sommes le 26 août, une journée que nous estimons très importante, car nous avons des nouvelles explosives en provenance du bureau du Premier ministre pakistanais que nous avons le privilège de vous apporter. Nous avons aussi des nouvelles venant du bureau du président iranien que nous avons également le grand privilège de vous communiquer, ainsi que bien sûr de nos autres canaux. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Allez sur Substack, devenez membre payant. Nous vous transmettrons ces renseignements explosifs directement dans votre boîte mail, 2 fois par semaine. Je suis accompagné de mes chers collègues, les analystes très admirés et très respectés Larry Johnson et Pepe Escobar. Je vais donc d'abord donner la parole à Larry Johnson. Well, turn it over to Larry Johnson first. Hi there. Thanks, Z. Bonjour. Merci, Z. Nous sommes à un moment intéressant concernant la guerre entre l'Iran et d'un côté Israël et les États-Unis de l'autre. Trump essaie de trouver une porte de sortie, mais il n'arrive même pas vraiment à trouver l'autoroute. Vous savez, il faut d'abord comprendre qu'on est sur l'autoroute avant de pouvoir prendre une sortie. L'annonce de cette semaine, l'annonce du jour J faite par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, s'est révélée être un jour sans effet. Pas un jour J. C'était un jour sans effet parce qu'il a parlé d'imposer des sanctions aux pays qui effectuent des transactions en dollars avec l'Iran. Eh bien, devinez quoi? L'Iran ne fait pas de transactions en dollars avec la Chine, ni avec la Russie. Et je ne suis pas sûr pour le Pakistan, mais je soupçonne qu'ils ne le font pas forcément non plus avec le Pakistan. Avec la Turquie, peut-être. Et ce sont les 4 pays clés quand il s'agit de commerce et de sanctions. Ce que dit Bessent, et j'ai eu une longue discussion ce matin avec un bon ami à moi, un trader obligataire expérimenté, qui connaît Bessent, c'est que Bessent n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. Il insiste sur le fait qu'il sait très bien qu'il doit dire des choses stupides et faire le jeu de Trump. Alors je lui ai dit, d'accord, je fais confiance au jugement de mon ami. Mais quand je dis que Bessent dit des choses stupides, c'est parce qu'il parle de l'effondrement de l'économie iranienne, en se fondant sur ce qui se passe avec le produit intérieur brut. Sauf que quand on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, les chiffres bruts du PIB montrent clairement, si vous voulez, un effondrement du PIB iranien. Mais la parité de pouvoir d'achat raconte exactement l'inverse. Le produit intérieur brut de l'Iran est passé de 1400 milliards en 2015 à près de 2200 milliards aujourd'hui, en 2026. $1.4 trillion in 2015 to now over almost $2.2 trillion in 2026. I've spoken with J'ai parlé avec 3 personnes différentes qui se sont rendues en Iran. L'une d'elles est un bon ami de Pepe et de moi, Nima Al-Kashid. Nima y était en janvier, mais sa visite précédente remontait à 12 ans. Je lui ai demandé comment était l'Iran que tu as vu en janvier par rapport à celui que tu avais vu en 2014. Il m'a répondu, « Oh, c'est le jour et la nuit, et aujourd'hui, c'est tellement mieux. » J'ai parlé à 2 étrangers qui avaient visité l'Iran pendant les funérailles d'Ali Khamenei, Suleiman Ahmed et Chris Halali. Chris est américain, Suleiman est citoyen britannique. Je leur ai demandé, « Vous avez eu des difficultés à trouver de la nourriture ?» Ils m'ont répondu, « Le seul problème qu'on a eu avec la nourriture, c'est qu'on en avait trop. On a tous pris du poids. » Ils grossissaient à force de manger toute cette nourriture. They were getting fat from all the food. He said, the Iranians were incredibly hospitable. Il a dit que les Iraniens étaient incroyablement hospitaliers. Donc cette idée selon laquelle, vous savez, quand on entend Bessent et Trump dire « Oh, les troupes iraniennes ne sont plus payées, elles souffrent, l'économie s'effondre », tout ça, ce sont des absurdités. C'est un mensonge. C'est de l'auto-illusion. L'Iran est désormais dans une position telle, grâce à ses relations économiques avec la Russie, la Chine, le Pakistan et la Turquie, qu'il n'est plus coupé du monde du commerce comme il l'était il y a 10 ans, quand le JCPOA était encore en vigueur.
À l'époque, la Russie, comme la Chine, était disposée à faire appliquer les sanctions occidentales contre l'Iran, plus aujourd'hui. Donc, la base d'une possible porte de sortie pour Trump dépend de ceci. Trump va-t-il réactiver le protocole d'accord ou non? Will Trump revive the MOU or not? Our understanding is, and I'll stand corrected if I'm mistaken. Notre compréhension, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que le message qu'Hassim Mounir a apporté à Téhéran était « Que devons-nous faire pour relancer cela ?» Et la réponse de l'Iran a été très simple. Trump doit respecter le protocole d'accord, dans son intégralité, pas seulement une partie, dans son intégralité. Cela met les États-Unis face à la nécessité, si vous voulez, de faire le premier pas. Or, il se dit que le Pakistan pense avoir les grandes lignes d'un accord qui permettrait aux États-Unis et à l'Iran de se réengager simultanément sur le protocole d'accord. Personnellement, je pense qu'il y a encore de réelles difficultés, parce que l'Iran ne renoncera pas à son contrôle du détroit d'Ormuz. Point final. Il a lancé sa boîte avec 1000 euros, pas 1 million, 1000 euros. Et maintenant, elle en vaut plus de 150. Period. It is going to, the deal that is cut with Oman. L'accord conclu avec Oman va permettre à l'Iran de percevoir des droits sur tout le trafic entrant. En même temps, l'Iran l'a très clairement dit, plus aucun navire militaire, aucun navire, aucun bâtiment naval lié à une armée étrangère ne sera autorisé à entrer dans le Golfe. Il ne sera ouvert qu'au transit pacifique. Pour les États-Unis, ce seront des concessions difficiles à accepter. Mais une chose pourrait les y contraindre. Ce qui se passe sur le front international de l'énergie, notamment en ce qui concerne le diesel et le carburant d'aviation. Nous l'avons déjà souligné, et je le répète, le type de pétrole, le pétrole lourd et soufré qui sort du Golfe Persique, est celui qu'utilisent certaines raffineries en Inde, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Il y a une différence entre ces raffineries sont conçues pour traiter du pétrole brut sulfuré. Et c'est dans ce pétrole brut sulfuré qu'on trouve ce qu'on appelle les distillats moyens. Et à partir de ces distillats moyens, ils produisent, transforment, raffinent du diesel et du carburant d'aviation. La coupure de 20% de l'approvisionnement mondial de ce carburant a réellement pris effet autour du 1er août. Cela n'était pas évident pendant les 40 premiers jours de la guerre, la phase 1, parce qu'il restait encore du pétrole dans des pétroliers en haute mer. La phase 2, c'est que tous les pays du monde puisaient dans leurs réserves de pétrole. Ils tiraient sur leur épargne. Imaginez que vous ayez 60 000 $ d'économie. Vous gagnez 10 000 $ par mois. Vous êtes licencié, mis à pied, et vous continuez à retirer ces 10 000 $ de votre compte bancaire. Vous tenez 6 mois, et après, c'est ce qui est arrivé au monde aujourd'hui. Parce que ces 20 millions de barils par jour qui sortaient du Golfe Persique ne sortent plus, malgré ce que dit Trump, malgré ce que dit Hegseth. Le pétrole ne sort pas du Golfe Persique. Et cette pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation est réelle. Elle s'aggrave. Même aux États-Unis, le prix du diesel a augmenté d'au moins 2,30 $ par gallon. Et en ce moment, sur la côte ouest des États-Unis, de l'Alaska à la Californie, ils payent plus de 6 $ le gallon. Avant, ils en payaient 3. Et cela affecte l'économie. Le secteur agricole, le secteur des transports et même le chauffage, ce que les gens utilisent pour chauffer leur maison au fioul quand arrive l'hiver. Donc ce que nous observons, je pense, c'est que les pressions économiques sur les États-Unis vont s'accroître et les pousser à conclure un accord. C'est ce que j'ai. Pepe, voulez-vous commenter les informations que nous avons reçues du bureau du Premier ministre pakistanais et qui sont corroborées par celles que nous avons reçues directement de la présidence iranienne? Je comprends qu'il n'est pas l'homme qui négocie l'accord. Mais, d'après ce que j'ai compris, il était dans la pièce quand Hassim Mounir parlait avec celui qui négocie l'accord, à savoir le bras droit de Mojtaba Khamenei,
Mohsen Rezaei. Je veux dire, c'est ce que nous rapportons, Pepe. Et c'est sur cela que je m'appuie, parce que je crois que ces sources me disent exactement ce qu'elles savent. D'accord, merci Larry. Merci Monsieur Z. Oui, je vais faire, disons, une légère mise à jour de notre longue conversation d'hier. Hier, nous avons examiné en détail ce qu'Asim Munir et la délégation pakistanaise avaient réellement réussi à faire à Téhéran, ainsi que la réponse iranienne. Et bien sûr, lorsque Naqvi est retourné à Islamabad, il a contacté Baker, l'ambassadeur américain par intérim à Islamabad. Essayons donc d'aborder les 5 points essentiels de ce qui pourrait être la énième voie vers la relance du protocole d'accord du chat mort. C'est incroyable. Ce chat n'a pas 9 vies. Il en a 1 500 000. Il ressuscite chaque semaine.